On disait que je ne me marierais jamais. 12 hommes en 4 ans ont regardé mon fauteuil roulant, puis sont repartis. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde, moi y compris. Je m'appelle Eleanor Whitmore, et voici l'histoire de la manière dont je suis passée du rejet total par la société à un amour si puissant qu'il allait changer l'histoire elle-même. Virginie, 1856. J'avais 22 ans et j'étais considérée comme un bien endommagé. Mes jambes étaient inutilisables depuis l'âge de 8 ans. Un accident d'équitation m'avait brisé la colonne vertébrale et m'avait condamnée à ce fauteuil roulant en acajou que mon père avait fait fabriquer. Mais voici ce que personne ne comprenait. Ce n'était pas le fauteuil roulant qui me rendait non mariable, c'était ce qu'il représentait. Un fardeau. Une femme incapable de se tenir aux côtés de son mari lors des réceptions. Quelqu'un qui, soi-disant, ne pouvait pas avoir d'enfant. Incapable de gérer un foyer, incapable de remplir les devoirs attendus d'une épouse du Sud. 12 propositions arrangées par mon père, 12 refus, chacun plus brutal que le précédent. Elle ne peut même pas avancer jusqu'à l'hôtel. Mes enfants ont besoin d'une mère capable de courir après eux. À quoi bon si elle ne peut pas avoir d'enfants ? Cette dernière rumeur, totalement fausse, s'est répandue dans toute la Virginie comme une traînée de poudre. Un médecin avait spéculé sur ma fertilité sans même m'examiner. Soudain, je n'étais plus seulement handicapée, j'étais défectueuse dans tout ce qui comptait dans l'Amérique de 1856. Lorsque William Foster, gros, ivre, âgé de 50 ans, m'a rejeté malgré l'offre de mon père de lui céder un tiers des revenus annuels de notre domaine, j'ai compris la vérité. J'allais mourir seule. Mais mon père avait d'autres projets. Des projets si radicaux, si choquants, si totalement en dehors de toutes les normes sociales que lorsqu'il me les a annoncés, j'étais certaine d'avoir mal entendu. « Je te donne à Josias, dit-il, le forgeron. Il sera ton mari. » Je fixai mon père, le colonel Richard Whitmore, maître de 5000 acres et 200 esclaves, convaincu qu'il avait perdu la raison. Josias, murmurai-je. Père, Josias est esclave. Oui, je sais exactement ce que je fais. Ce que je ne savais pas, ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que cette solution désespérée deviendrait la plus grande histoire d'amour que j'ai jamais vécue. Laissez-moi d'abord vous parler de Josias. On l'appelait la brute. Il mesurait plus de 2 mètres, plus de 130 kilos de muscles forgés par des années de travail à la forge, des mains capables de plier des barres de fer, un visage qui faisait reculer les hommes adultes lorsqu'il entrait dans une pièce. Les gens avaient peur de lui, esclave comme homme libre lui laissait de l'espace. Les visiteurs blancs de notre plantation chuchotaient « Tu as vu la taille de celui-là ? Whitmore a un monstre dans sa forge. » Mais voici ce que personne ne savait. Voici ce que j'allais découvrir. Josias était l'homme le plus doux que j'ai jamais rencontré. Mon père me convoqua dans son bureau en mars 1856, 1 mois après le rejet de Foster, 1 mois après que j'ai cessé de croire que je pourrais être autre chose que seule. « Je ne pourrais trouver aucun homme blanc pour t'épouser, dit-il, sans détour. C'est la réalité. Mais tu as besoin de protection. Quand je mourrai, ce domaine ira à ton cousin Robert. Il vendra tout, te laissera quelques miettes et te laissera dépendante de parents éloignés qui ne veulent pas de toi. » « Alors laisse-moi le domaine, répondis-je, sachant que c'était impossible. La loi de Virginie ne le permet pas. Les femmes ne peuvent pas hériter seules, surtout pas une femme, il fit un geste vers mon fauteuil, incapable de finir. Alors que proposes-tu ? Josias est l'homme le plus fort de cette propriété. Il est intelligent, oui, je sais qu'il lit en secret, ne fais pas cette tête. Il est santé, capable et d'après tout ce que j'ai entendu, doux malgré sa taille. Il ne t'abandonnera pas car la loi l'y oblige. Il te protégera, prendra soin de toi, subviendra à tes besoins. La logique était à la fois effrayante et irréfutable. L'as-tu interrogé ? Insistai-je. Pas encore, je voulais t'en parler avant. Et si je refuse ? Le visage de mon père sembla vieillir de 10 ans en un instant. Alors je continuerai à chercher un mari blanc et nous saurons tous les deux que j'échouerai. Et tu passeras ta vie après ma mort dans des pensions dépendantes de la charité de parents qui te considèrent comme un fardeau. Il avait raison. Je détestais qu'il ait raison. Puis-je le rencontrer, lui parler avant que tu prennes cette décision pour nous deux ? Bien sûr, demain. Ils firent venir Josias à la maison le lendemain matin.
J'étais près de la fenêtre du salon lorsque j'entendis des pas lourds dans le couloir. La porte s'ouvrit. Mon père entra, puis Josias se baissa pour passer l'encolure des portes. Mon Dieu, il était immense! Une masse de muscles, des épaules gigantesques, des mains capables de plier des barres de fer, un visage qui faisait reculer les hommes adultes lorsqu'il entrait dans une pièce. Il se tenait debout, la tête légèrement baissée, les mains jointes, la posture d'un esclave dans une maison blanche. La brute était un surnom parfaitement approprié. Mais voici ce que personne ne savait. Voici ce que j'allais découvrir. Josias était l'homme le plus doux que j'ai jamais rencontré. Mais alors, mon père parla. « Josiah, voici ma fille, Éléanore. » Josiah jeta un bref regard vers moi, puis fixa à nouveau le sol. « Oui, monsieur. » Sa voix était étonnamment douce, grave mais calme, presque tendre. « Éléanore, j'ai expliqué la situation à Josiah. Il comprend qu'il sera responsable de toi. » Je trouvai ma voix, bien qu'elle tremblât. « Josiah, comprends-tu ce que mon père propose ? » « Oui, mademoiselle, je dois être votre mari, vous protéger, vous aider. »« Et tu as accepté ?» Il sembla confus, comme si son avis n'avait jamais eu d'importance. « Le colonel a dit que je devais, mademoiselle. »« Mais le veux-tu » La question le surprit. Il leva les yeux vers moi, un regard brun foncé, étonnamment doux pour un visage si intimidant. « Je ne sais pas ce que je veux, mademoiselle. Je suis esclave. Ce que je veux n'a généralement pas d'importance. » Son honnêteté était brutale. Mon père se racla la gorge. « Peut-être devriez-vous parler en privé. Je serai dans mon bureau. » Il sortit, nous laissant seuls. Et pour la première fois, je me retrouvais seul avec l'homme qui allait devenir mon mari. Nous ne parlâmes pas l'un ni l'autre pendant qui sembla être des heures. « Souhaitez-vous vous asseoir » demandai-je finalement en désignant la chaise en face de moi. Josiah regarda le meuble délicat, ses coussins brodés, puis son propre corps massif. « Je ne pense pas que cette chaise me supporterait, mademoiselle. » « Le canapé alors. » Il s'assit prudemment sur le bord. Même assis, il me dominait de toute sa hauteur. Ses mains reposaient sur ses genoux, chaque doigt épais, marqué de cicatrices et de callosités. « Avez-vous peur de moi, mademoiselle ? Devriez-je ? » ?»« Non, mademoiselle, je ne vous ferai jamais de mal, je vous le jure. » « On appelle la brute. » Il tressaillit. « Oui, mademoiselle, à cause de ma taille, parce que j'ai l'air effrayant. Mais je ne suis pas brutale. Je n'ai jamais blessé personne, pas volontairement. Mais vous pourriez, si vous le vouliez. » « Oui, je pourrais. » Il plongea à nouveau son regard dans le mien. « Mais je ne le ferai pas. Pas avec toi, ni avec quelqu'un qui ne le mérite pas. » Quelque chose dans ses yeux, une tristesse, une résignation, une douceur inattendue, me fit prendre une décision. « Josiah, je veux être honnête avec toi. Je ne veux pas de cette situation, pas plus que toi, sans doute. Mon père est désespéré. Je suis considérée comme non mariable. Il pense que tu es la seule solution. Mais si nous devons faire cela, j'ai besoin de savoir. Êtes-vous dangereux ? Non, mademoiselle. Êtes-vous cruel ? Non. Allez-vous me faire du mal ? Jamais. Je vous le promets sur tout ce qui m'est sacré. » Sa sincérité était indéniable. « Alors, j'ai une autre question. Savez-vous lire ?» La question le surprit. Une lueur de peur traversa son visage. Lire était interdit aux esclaves en Virginie. Après un long silence, il répondit doucement. « Oui, mademoiselle, je me suis appris moi-même. Je sais que ce n'est pas autorisé, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Les livres, ce sont des portes vers des endroits où je n'irai jamais. » « Que lisez-vous ? » ?»« Tout ce que je peux trouver. De vieux journaux, parfois des livres que j'emprunte. Je lis lentement, je n'ai pas appris correctement, mais je lis. »« Avez-vous lu Shakespeare ?» Ses yeux s'égrandirent. « Oui, mademoiselle, il y a un vieil exemplaire dans la bibliothèque que personne ne touche. Je le lis la nuit, quand tout le monde dort. »« Quelle pièce ? » ?»« Hamlet, Roméo et Juliette, La Tempête. » Sa voix prit de l'enthousiasme malgré lui. « La Tempête est ma préférée. Prospero contrôle l'île avec la magie, Ariel veut la liberté, Caliban est traité comme un monstre, mais il est peut-être plus humain que tous les autres. » Il s'arrêta brusquement. « Désolé, je parle trop. »« Non, je souriais. Continuez, parlez-moi de Caliban. » Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Josiah, cet homme immense que tout le monde appelait la brute, se mit à analyser Shakespeare avec une intelligence remarquable. On appelle Caliban un monstre, mais Shakespeare nous montre qu'il a été réduit en esclave. Son île lui a été volée.
La magie de sa mère a été méprisée. Prospero le traite de sauvage, mais c'est lui qui est venu et a tout réclamé. Alors qui est vraiment le monstre? Vous voyez Caliban comme quelqu'un digne de compassion? Je le vois comme un être humain, traité comme moins qu'un humain, mais humain. Il hésita. Comme les esclaves, achevai-je. Oui, mademoiselle. Nous parlâmes 2 heures, de Shakespeare, des livres, de philosophie. Josiah était autodidacte, son savoir était irrégulier, mais son esprit était vif, sa soif d'apprendre évidente. Et à mesure que nous parlions, ma peur disparut. Cet homme n'était pas une brute, c'était un être intelligent, doux, réfléchi, prisonnier d'un corps que la société voyait comme monstrueux. Josiah, si nous faisons cela, je veux que tu saches quelque chose. Je ne te vois pas comme une brute, ni comme un monstre. Je te vois comme une personne placée dans une situation impossible, comme moi. Ses yeux se remplirent de larmes. Merci, mademoiselle. Appelle-moi Éléanore quand nous sommes seuls. Je ne devrais pas, ce ne serait pas convenable. Rien dans cette situation ne l'est. Il hocha lentement la tête. Éléanore. Mon prénom, dans sa voix grave et douce, ressemblait à une musique. Puis il ajouta. Vous devriez savoir quelque chose aussi. Je ne pense pas que vous soyez non mariable. Je pense que les hommes qui vous ont rejeté sont des idiots. Tout homme incapable de voir au-delà d'un fauteuil roulant ne vous mérite pas. C'était la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis 4 ans. Le ferez-vous? Demandai-je. Acceptez-vous le plan de mon père? Oui. Sans hésitation. Je vous protégerai, je prendrai soin de vous et j'essayerai d'être digne de vous. Nous scellâmes cet accord par une poignée de main. Sa main immense enveloppait la mienne, chaude et étonnamment douce. Soudain, la solution radicale de mon père semblait moins impossible. L'arrangement commença officiellement le 1er avril 1856. Mon père organisa une petite cérémonie, pas un mariage légal puisque les esclaves ne pouvaient pas se marier, mais une sorte de déclaration. Il rassembla le personnel de la maison, lut des versets de la Bible et annonça que Josiah était désormais responsable de moi. Il parle avec mon autorité en ce qui concerne le bien-être d'Éléanore. Traitez-le avec le respect que cette position exige. Une chambre fut préparée pour lui à côté de la mienne, reliée par une porte, mais séparée pour préserver une apparence de bienséance. Il y apporta ses quelques affaires, des vêtements, quelques livres accumulés en secret et ses outils de forge. Les premières semaines furent maladroites. J'étais habituée aux servantes, lui au travail physique. Maintenant, il devait s'occuper de tâches intimes, m'aider à m'habiller, me porter lorsque le fauteuil ne suffisait pas, m'assister dans des besoins que je n'aurais jamais imaginé partager avec un homme. Mais Josiah faisait tout avec une douceur extraordinaire. Il demandait la permission avant de me porter, il détournait le regard lorsqu'il m'aidait à m'habiller, il préservait ma dignité, même dans les situations les plus délicates. Je sais que cette situation est inconfortable, je sais que tu n'as pas choisi cela, lui dis-je un matin. Toi non plus. Il était en train de réorganiser ma bibliothèque. J'avais mentionné vouloir les livres classés par ordre alphabétique et il en avait fait son projet. Mais nous faisons en sorte que cela fonctionne. Vraiment? Il me regarda, son immense silhouette étrangement rassurante alors qu'il était à genoux près de l'étagère. Éléanore, j'ai été esclave toute ma vie. J'ai travaillé sous une chaleur qui aurait tué plusieurs hommes, j'ai été fouettée pour des erreurs, séparée de ma famille, traitée comme un animal qui parle. Il désigna la pièce confortable autour de nous. Ici, vivre ici, m'occuper de quelqu'un qui me traite comme un être humain, avoir accès à des livres, à des conversations, ce n'est pas une épreuve. Mais tu es toujours esclave. Oui, mais je préfère être esclave ici, avec toi, que libre et seul ailleurs. Il retourna à ses livres. Est-ce mal de dire ça? Non, je pense que c'est honnête. Mais ce que je ne lui dis pas,
ce que je ne pouvais pas encore m'avouer à moi-même, c'est que je commençais à ressentir quelque chose d'impossible, de dangereux. À la fin du mois d'avril, nous avions trouvé un rythme. Le matin, Josiah m'aidait à me préparer, puis me portait jusqu'au petit déjeuner. Ensuite, il retournait à la forge pendant que moi, je m'occupais des... Mes jambes ne fonctionnaient pas. Mais mes mains, oui. Et cela suffisait. Puis, quelque chose d'autre se produisit. En juin, un soir, dans la bibliothèque, Josias lisait de la poésie à voix haute. Sa voix, profonde, posée, donnait vie aux mots. Une chose de beauté est une joie éternelle. Je le regardais. Crois-tu que la beauté est éternelle? Dans la mémoire, oui. Quelle est la plus belle chose que tu aies jamais vue? Il hésita, puis répondit. Toi, hier, à la forge. Mon cœur s'arrêta. Couverte de suie, en train de rire, en martelant ce clou. C'était beau. Je m'approchai de lui. Dis-le encore. Tu es belle. Tu l'as toujours été. Le fauteuil ne change rien. Tes jambes ne changent rien. Sa voix devint plus intense. Les hommes qui t'ont rejeté sont aveugles. Ils n'ont vu qu'un fauteuil et ont cessé de regarder. Je pris sa main. Est-ce que tu me vois, Josias? Je vois tout. Et tu es la plus belle personne que j'ai jamais connue. Les mots sortirent, malgré moi. Je crois que je tombe amoureuse de toi. Le silence devint lourd. Eleanor, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Je posai ma main sur son visage. Moi, je m'en fiche du monde. Je sais ce que je ressens. Il resta silencieux, longtemps. Puis, je t'aime depuis notre première vraie conversation. J'ai murmuré. Dis-le. Je t'aime. Nous nous embrassâmes. Mon premier baiser, à 22 ans, avec un homme que la société disait que je ne devais même pas considérer. Et c'était parfait. Pendant 5 mois, nous avons vécu dans un monde à part. En public, rien. En privé, nous étions simplement 2 personnes amoureuses. Nous avons construit quelque chose. Un refuge. Puis, tout s'est écroulé. 15 décembre 1856. Nous étions dans la bibliothèque. Nous nous embrassions quand sa voix a retenti. Eleanor. Glacial. Nous nous séparâmes immédiatement. Mon père était là. Il nous avait vus. Tu es amoureuse de lui. Ce n'était pas une question. Josias tomba à genoux. C'est ma faute. Silence. Mon père me fixa. Est-ce vrai? J'aurais pu mentir, dire qu'il m'avait forcé, le condamner, le tuer. Mais je ne pouvais pas. Oui, je l'aime. Silence. Et il m'aime. Le visage de mon père changea. Colère, incrédulité, confusion. Josias sort, maintenant. Il obéit. La porte se referma. Je restai seule avec mon père. Tu comprends ce que tu as fait? Je suis tombée amoureuse d'un homme bon, d'un esclave, d'une propriété. Et alors? Si cela se dit, tu es ruiné. Je le regardai droit dans les yeux. Ils disent déjà que je suis brisée. Quelle différence? Il resta silencieux, puis dit doucement. La différence, c'est que je voulais te protéger.